Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'action pour m'inviter à participer à cette colloque. Et c'est un honneur vraiment pour moi d'être face à beaucoup de personnes, chercheurs et intéressés dans ce métier. Je suis un peu un outsider et je me sens un peu étrange. Je suis architecte, et pour clarifier, et on ne peut pas dire qu'on fait la recherche, mais on s'inspire beaucoup, beaucoup de tout ce qui se trouve face à nos yeux. Et on utilise beaucoup pour ceux qui ne sont pas dans les milieux et qui connaissent un peu ce que ça veut dire un architecte. Nous, on utilise beaucoup des outils comme celui-là, qui nous permettent de pouvoir nous communiquer. L'homme a été toujours une personne laquelle a transmis tout ce qu'il observait. Et nous, on s'en sert beaucoup. Qu'est-ce que c'est un projet ou qu'est-ce que ça veut dire faire un projet? Et pour moi, en tant qu'architecte, urbaniste, c'est toujours un acte créatif qui s'inspire beaucoup de l'observation, mais un produit il est toujours chargé de data rationnelles, des informations que nous recevons, qu'ils soient techniques ou sociologiques ou des termes économiques, mais il y a toujours un grand paquet qui nous servent un peu et nous force un peu à aller dans cette réalité. Mais il n'y aura jamais un bon projet, il n'y aura jamais une réflexion s'il n'a pas une vision qui nous guide tout projet. La réalité, c'est que cette vision, cette rêve, c'est peut-être la partie qu'on pourrait dire, on pourrait dire que c'est la partie la plus facile, mais c'est la partie dans laquelle nous permet de pouvoir expliquer aux nouveaux usagers, aux administrateurs, aux notre clients, que ces projets tiennent la route avec cet défi. Un défi dans lequel nous permet de pouvoir arriver à des solutions qui peut-être sont plus innovantes. Et il y a certaines choses dans lesquelles on a compris que personne ne peut aller contre les comportements de la nature. Et personne ne peut nier qu'il existe. Et tout le monde comprend ça. Et ça fait pas beaucoup des années qu'on a commencé à travailler et beaucoup sur des éléments naturels comme les sources d'inspiration. Et les projets qu'on va parler aujourd'hui, c'est un des projets dans lesquels on est arrivé presque au bout de l'information qu'on a obtenue et qui nous a permis d'arriver à pouvoir transmettre cette information que je pense que c'est assez importante. Le projet se situe dans une ville qui se trouve au sud de Moscou. On ne peut pas dire que la Russie, c'est toujours le pôle Nord. La Russie, c'est un pays énorme, c'est le pays plus grand du monde, mais qui a différentes saisons. Et les sites en particulier, c'est un site qui faisait 500 hectares. Et l'objectif, c'était de créer une ville pour des chercheurs, carrément, des chercheurs qui venaient du monde entier, à se localiser dans cette ville. 500 hectares, c'est une échelle avec c'est énorme, c'est un grand vide. Et pour nous, c'était important de pouvoir partir de l'information qu'on a obtenue, des dates qu'on a obtenues, et un moyen de température pas assez rude comme l'Est de la Russie, mais un groupe de 100 familles qui allaient s'installer pendant 3 ans. Il fallait qu'ils vivent dans un environnement, d'une certaine manière, confortable. Donc les clients nous donnent, c'est la Skolkovo Technopark, nous donne certaines données, des informations, des bases, des guides, pour que nous, on procède à la création d'un projet. Et
il nous donne une structure qui était similaire à ça et il fallait faire face à un problème du nombre de personnes qui s'installent à vivre, un caractère des personnes, des entreprises. L'école Cobo Technopark, c'était comme une espèce de Silicon Valley dans lequel plusieurs entreprises s'installent et ils amènent des chercheurs dans leur compagnie à habiter pendant un certain temps. Donc, ils nous donnent une structure similaire à ça, qui pour nous était un peu dure, rigide. Et c'est là, à partir de là, qu'on commence à comprendre qu'en discutant entre des groupes de travail différents à l'agence, des ingénieurs qui s'occupent de nous assister dans ces projets pareils, dans lesquels il fallait comprendre le sujet. Donc, quand on voit ces petits schémas d'une petite cellule des sociétés qui vont se connecter pendant un certain temps et qui vont recréer une petite société dans une micro-ville. Et en même temps, il y avait un autre sujet qu'on appelle la cloche du temps. C'est comment faire pour que la durée du temps à l'extérieur soit les plus longues. Comment créer un certain microclimat qui me permette de vivre plus confortablement. Quand on voit ces petites esquisses pour lesquelles j'ai dit que notre outil c'était ça, c'est quand on commence à réfléchir, peut-être on ne parle pas beaucoup, d'ailleurs je m'excuse pour mon français, mais c'est qu'on dessine et on crée des schémas. Donc le premier schéma qui nous a inspiré, c'est aller contre un système rigide, c'est créer un système plus dynamique, en spirale, qui recrée une autre source des systèmes d'organisation fonctionnelle de ces petites villes. Et en discutant entre nous, quelqu'un sort cette idée de dire voilà, pourquoi on regarde un peu plus au-delà de ces structures urbaines dans lesquelles il y a une trame, etc. Dans ces petits schémas, comme on voit, comme on compare la structure d'origine radielle et organisée nord et sud, avec un autre système, comme la recréation des petits groupes de vie. Et en réalité, l'idée de l'observation de Manchot, elle est venue après ça. L'idée, c'était en discutant avec quelqu'un, a dit est-ce qu'on n'a pas vu La marche de l'ampleur, un petit film que on observe un peu le comportement et comment on voit comment les manchots se comportent dans un moment de tempête. Et c'est là qu'on a commencé à aller au-delà de la simple observation d'un schéma. Si on a commencé à regarder comment eux réagissent. Et c'était intéressant comment, ce petit film, on voit la réaction. Je le passe pour... pardon. Voilà. They start to waddle with a single purpose. C'est en réalité, doucement, les systèmes commencent à s'organiser. Je pense que les spécialistes des manchots connaissent plus que moi. Mais pour nous, c'était toute une nouveauté. Qui peut commencer petit à petit, doucement, jusqu'à que la tempête termine. Mais, ce système de comportement, de friction entre corps et corps, il fait qu'il se maintient au chaud et doucement, il crée des groupes des milliers et des milliers de manchots. Que le principe il fait qu'ils s'attachent un sur l'autre, ils transmettent cette énergie ou cette température, ils se protègent. Celle de l'extérieur protège celle de l'intérieur, et à fur et à mesure, ce système de cercles de radieux s'agrandissent. Jusqu'au milieu, la température est tellement chaude que celle du milieu doit sortir, car ils arrivent à une température très, très importante. Si on a moins 30 à l'extérieur, on peut arriver jusqu'au plus 40, plus 45 ou plus encore au milieu. Et ce système de vagues nous a aidés, on a adoré comment les systèmes naturels des comportements animaux peuvent donner une richesse
à n'importe quel type de projet que nous on fait. Et petit schéma d'observation de diagrammes qu'on trouve dans des systèmes de chercheurs, c'est qu'il y a toujours cette dynamique, ces mouvements. Et nous, on devrait faire quelque chose dans lequel ce mouvement, c'est dans la recherche et dans le développement du projet, mais pas dans la réalité. Dans la réalité, on arrive à un acte ou à un moment statique. C'est-à-dire un projet va se fixer, il ne va pas bouger, sauf ses usagers. Donc, on regarde certains schémas dans lesquels on a adoré aussi parce que cette façon d'analyser les mondes naturels, le monde animal et transmettre cette information dans des données paramétriques et qui nous permettent de pouvoir enrichir la connaissance du monde animal. À nous, ça a aussi aidé à pouvoir aller au-delà de ce qu'on fait habituellement. Et on a commencé à regarder comment cette formation du plan masse du projet peut s'enrichir doucement et petit à petit en fonction d'une... il y a tout un processus, je n'ai pas un moment ou un film pour le montrer, mais il y a tout un processus qui arrive à pouvoir construire ces systèmes, et ces systèmes qui n'est pas à simple vue très mathématique, mais que la manière de pouvoir les faire développer, on arrive à la fin à une structure qui est un système de ville. Et le système de ville, il est aidé par des composants différents, des usagers différents. On avait la demande des clients d'avoir une centaine de logements qui devraient être d'une certaine manière recréer des caractères des villes. Et comme on a vu tout à l'heure dans les systèmes des villes très radiales, très rationnels. Mais nous avons pensé que c'était mieux de recréer un système de clusters dans les groupements, des petits groupes de 10 et 10 maisons et 10 typologies différentes. Chaque couleur, c'est une typologie différente. Donc, ça veut dire qu'on a des micro-sociétés qui habitent ensemble, divisées par 10. Et donc, autre sujet pour recréer ce microclimat à l'extérieur, c'est de voir comment cette analyse des transmissions des mouvements des températures. Dans notre cas, nous, on utilise les données dynamiques, qui sont les données du vent, des températures, d'humidité, des températures dans différentes saisons. Comment toutes ces données, on l'utilise pour enrichir une structure qui nous donne des composants et des radiations. Et on teste. Ça, c'est déjà la solution à laquelle a été choisie, mais un processus nous permettait de bouger chaque pièce pour aller jusqu'aux meilleures conditions de vie dans les différents clusters. Et dans ces simulations, on voit comment la radiation intérieure de ces groupements de clusters, de 10 clusters, il fait que dans les contextes de Skolkovo, c'était assez nécessaire. Et c'est une manière de pouvoir aider aux usagers d'habiter plus confortablement. Dans ces petites simulations, on regarde comment, dans les solstices d'été, les systèmes solaires pour chaque maison, parce que c'est une condition en Russie, c'est avoir 2 heures de soleil par jour, par chambre. Et c'est une partie des conditions qu'il faut respecter et qu'il fallait voir en hiver et en été. Donc, ce sont des simulations qu'on faisait pour obtenir la meilleure position des maisons, en tant en hiver comme en été. Donc, on doit choisir les mécanismes jusqu'au que on obtient la meilleure condition pour les séjours, l'habitation principale. Et en regardant la base d'idées de l'usager, que sont les chercheurs, au début, on avait toujours cette idée
des chercheurs d'une époque qui était enfermé dans son lieu de travail, qui accumulait de l'information et qui sortait jamais et qui ne communiquait pas beaucoup. Et au monde actuel, dans lequel le système il est très connecté, très ouvert, et cette espèce de vision des structures sociales qui communiquent de manière constante nous permettait, ou nous assurait un peu le système des clusters. Les clusters, pas de grande échelle, mais un système lequel permettait à un groupe de 10 familles habiter ensemble dans un système d'une ville de 100 logements. Et la composition de ce logement nous guide aussi dans ce schéma. Ça, c'est un schéma d'études qui a été fait pour la vision de comment les manchots se déplacent et comment s'organisent, celles qui poussent, celles qui tirent. Dans les systèmes de la position des logements, dans la mécanique, a été fait toujours avec une source de base, qui ça a été l'organisation sociale de ce logement. Il y a un cœur général qui fait un peu la source énergétique et chaque cluster dépend de ce système, de cette source. Après, d'une manière indépendante, chaque cluster positionne cette unité, l'unité de vie, les unes par rapport aux autres, de telle manière qu'il est proche, mais pas assez, pour pouvoir se connecter ou se protéger. Dans une zoom sur ça, sur un cluster, c'est une étude d'ombre pour permettre de comprendre comment chaque local, chaque logement reçoit le soleil et il a sa terrasse, il a son source de lumière qui fonctionne parfaitement sans qu'il dérange à l'autre. Et chacun de ces clusters, il a son espèce de cœur d'îlot qui permet de manière être le centre social de cette petite unité. Et en même temps, ça permet d'avoir un peu les sources, les espaces de protection. Espaces de protection qui fait que la vie peut durer un tout petit peu plus de temps, ou la vie à l'extérieur peut durer un peu plus de temps qu'être à l'extérieur exposé au vent important. Ce sont les images qui ont été données à l'époque du concours. C'était un concours international fait en 2012-13. Et nous, on a été sélectionnés entre 30 équipes russes. Donc, on était les seules équipes étrangères. Et je pense que les seuls, ils nous ont dit, la seule chose qui les a surpris, c'est l'image de manchot. J'ai jamais vu cette image de manchot. L'image de manchot, ça les a séduits. Et je pense qu'ils étaient plus intéressés à ça qu'au projet en soi-même. Mais pour nous, ça a été d'une richesse extraordinaire de pouvoir aller à la recherche de cet animal je pense qu'il n'y a personne qui ne peut pas dire qu'il plaît ou il ne plaît pas. C'est séduit à tout le monde. L'image du concours, encore une fois, de ce village, des groupes, des maisons. Donc, ça a fait le tour de tous les journaux en Russie et qui s'appelait un groupe de manchots dans la nature de la forêt moscovite. Et ça a attiré beaucoup à la société moscovite. Aujourd'hui, il n'est pas encore complètement fini. Et ça s'est fait partie des dernières photos de l'été. Et la ville n'est pas finie parce que le technoparc n'est pas encore ouvert. Les micro-espaces des proches, des rapprochements entre unité et unité se voient dans ces photos dans lesquelles, au milieu de la nature, d'un espace tellement ouvert, on voit comment des micro-espaces se recréent entre une maison et l'autre. Ils se voient entre eux, mais ils ne sont pas des fenêtres qui se regardent face à face. En hiver,
voilà les photos en hiver de cette année. Et donc, disons que l'objectif on ne peut pas dire que c'est... aujourd'hui, on ne peut pas bouger, les maisons sont fixes. Et les processus qui devraient venir après sera tester la mesure des comportements des maisons disons, qui sont tous connectés à un système informatique pour déterminer les caractéristiques des vies de chacune, les températures et les espaces extérieurs de chaque cluster. Et tous les systèmes de clusters, comme on le voit dans ces photos, il y a 3 dans lesquels ils sont connectés par sous-sol et par tout ce que c'est la nourrice technologique, chauffage, électricité. Permet de donner l'information et de récupérer les informations de chacun des clusters qui composent ce technoparc. On voit des photos, ça c'est plein hiver, donc on voit bien les rayons solaires comment ils traversent les maisons et qu'il reste toujours de la source solaire entre eux. Et bon, voilà. Ce qui reste à voir aujourd'hui, c'est les moments de l'habitat, les moments qu'on va commencer à habiter. Ce qu'on peut dire, c'est que pour nous, ça a été un exercice magique. Malheureusement, il s'arrête là parce que tout est construit. Et donc, la prochaine étape sera faire rencontrer les usagers, les logements, les personnes qui vont habiter, les chercheurs, et commencer à tester et voir comment se comporte chacun d'eux par rapport à l'organisation générale de cette petit morceau de ville. Encore une autre photo. Et donc, on voit comment le cœur central, c'est un peu le centre administratif de cette micro-société qui contrôle et qui manage un peu l'énergie générale du système. C'est aussi un centre social dans lequel les habitants se trouvent dans des moments différents dans cet endroit. Et je pense que c'est la dernière photo. Et ça, c'est comment cet environnement il est assez très ouvert. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est clair que l'habitabilité de cet endroit s'améliore. Et je pense que Skolkovo Technopark, il pense pouvoir l'ouvrir dans ces prochains étés. Il continue à développer différents centres de recherche autour de ces logements. Il y a des universités, des bibliothèques. Donc, c'est une espèce de grande ville au sud de Moscou. Et cette petite ville de logements, c'est une des parties qui fera la source de vie de cette technoparc. Merci beaucoup pour votre attention et je crois que l'idée de pouvoir montrer l'inspiration d'un projet pareil, pour nous, ça a été une des parties de notre rôle dans ce projet. Et je pense qu'aujourd'hui, avec des spécialistes de Manchot, on peut échanger et discuter comment eux voient les choses et comment nous, on peut continuer à travailler dans cette manière d'interpréter la nature dans différents projets. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur Lorenzino. C'est vraiment fascinant de voir comment, à travers la beauté et la surprise de l'observation d'un comportement animal, on se retrouve à inspirer des architectes et un projet de Silicon Valley en Russie. Rémi, est-ce qu'on ouvre un espace de questions maintenant ou tu préfères qu'on le fasse à la fin de l'ensemble? On a un petit peu de temps, oui, on est... Très bien, si vous voulez bien rester avec moi, Monsieur Lorenzino. Donc on a une question ici
dans la salle. Je vous en prie. Bonjour, merci pour votre présentation. Merci. Moi, j'ai une question qui concerne en fait comment les manchots arrivent à garder la chaleur. Au final, c'est parce qu'ils se collent les uns aux autres, qu'ils ont une température interne, qu'ils se transmettent. Par rapport aux maisons, enfin moi, j'y connais rien en architecture. Comment ça peut fonctionner? Comment vous avez pu vous en inspirer? Bon, la première chose, c'est que la source pour nous, comme nous avons observé les comportements des manchots qui gardent cette température, qui se protègent en soi entre eux, l'idée de ça, ça nous a rendu possible de pouvoir voir comment les maisons se protègent une avec l'autre, et la création de ce système de clusters permettait, dans des températures dans lesquelles un endroit comme ça, très ouvert, dans lesquels les vents sont très inconfortables, et permettait que chaque maison protégeait l'autre. Donc en réalité, on a dans cette ville une dizaine, d'une centaine de maisons, et il était divisé en micro-sociétés de 10 maisons qui faisaient une cœur d'îlot, et donc cette cœur d'îlot permettait de se protéger de recréer des espaces qui sont des petits lieux de vie. Donc là, bien sûr que la maison en soi-même irradie pas de la température, comme les manchots irradient la température, mais il permet de recréer un peu une protection entre eux. Et donc l'objectif de ce fait de cloches ou des courbes de température à l'extérieur, de pouvoir prolonger la vie à l'extérieur, c'était un peu ça la source. L'objectif, c'était de recréer des micro-sociétés qui se protègent un sur l'autre. Si tu me le permets, Yvon, peut-être quelques commentaires sur ce qui se passe dans la biologie des manchots et les comportements de groupe. Oui, donc on a beaucoup travaillé précisément sur ce comportement thermorégulateur social qui est rendu possible par le fait qu'il n'y a pas de défense territoriale entre les individus. C'est une exception dans la nature. La plupart des animaux, lorsqu'ils se reproduisent, ont un comportement de défense territoriale. Et le fait qu'il n'y en ait pas chez le manchot empereur, c'est ce qui leur permet de se serrer les uns contre les autres. Donc vous imaginez 10 oiseaux en moyenne au mètre carré, 10 oiseaux de environ 30 kilos. À cette époque-là, au moment où les mâles se serrent les uns contre les autres, et ils couvent. Et ils couvent, ça c'est un point très important. Donc ils ont l'œuf sur les pattes, ce qui leur permet de bouger. C'est ce qui leur permet de bouger à l'intérieur de ce qu'on appelle la tortue en français. Et donc, il y a eu un gros travail de fait avec André Ancel au laboratoire et Caroline Gilbert qui a fait sa thèse là-dessus, vétérinaire. Et ce qu'on a découvert, c'est que les manchots empereurs, en se serrant contre les autres, avec une pression phénoménale, puisqu'on peut retrouver parfois un individu à l'horizontale au-dessus des autres, pousse tellement la pression est forte. Ce qu'on a découvert et qui était vraiment nouveau, c'est que c'est un mécanisme qui permet d'abaisser la dépense énergétique, ça on le savait, on le devinait, puisque la vitesse d'amaigrissement est 2 fois plus faible quand ils peuvent se serrer les uns contre les autres. On a découvert, on a mis en évidence avec des isotopes stables, qu'il y a un abaissement de la dépense énergétique en dessous de la valeur minimale de l'individu isolé. Mais la température interne reste élevée. Donc, on avait découvert un mécanisme qui est différent de l'hibernation, parce que l'hibernation, c'est un abaissement du métabolisme qui passe par une baisse de la température interne, alors que là, en se serrant les uns contre les autres, ça permet d'abaisser le métabolisme tout en maintenant la température interne élevée. Et ça m'a donné l'idée que l'on fasse un travail sur les petits lapins. Vous savez que les petits lapins, comme les chatons, sont dans leur nid serrés les uns contre les autres. Et ce qu'on a découvert, c'est que les petits lapins, en se serrant les uns contre les autres, abaissent leur dépense énergétique, également sans baisser leur température. Si un petit lapin tombe du nid, qui ne peut pas remonter,
son métabolisme baisse également, mais avec une baisse de la température interne. C'est évidemment pas bon pour sa croissance. Et le fait qu'ils se serrent les uns contre les autres, alors on disait que les petits chats ou les petits lapins se serraient les uns contre les autres parce qu'ils étaient mal isolés thermiquement. Et c'est pas ça. Ce qu'on a découvert, c'est que ça leur permet d'éviter le problème que l'on rencontre chez le manchot empereur, car contrairement à ce qui est dit dans la marche de l'empereur, au bout de 45 minutes en moyenne, les empereurs doivent se séparer parce qu'ils créent un environnement tropical à cause de leur isolation thermique. Il y a une température qui est analogue à celle de Singapour à l'intérieur, au centre de la tortue. Donc, ils passent leur temps à se serrer les uns contre les autres pour abaisser leur métabolisme sans baisser leur température et à se disperser pour éviter un stress thermique. Et ce stress thermique, il provoquerait, comme pour un chien par exemple, un allaitement, une polypnée, qui leur ferait perdre de l'eau, alors qu'en plein hiver, ils n'ont pas la possibilité d'ingérer de l'eau. Et le facteur limitant à leur jeûne serait la déshydratation. Merci Yvon, extrêmement intéressant. Merci. Une question de Kalina? Oui, monsieur, merci pour votre présentation. Du coup, c'est des compléments par rapport aux questions qui viennent d'être posées et aux précisions de monsieur Olmao. Sur les paramètres du coup, que vous avez utilisés dans vos algorithmes de modélisation informatique, donc si j'ai bien suivi, où il y a l'ensoleillement, le vent, la distance intermodule et la distance au centre, est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui ont été intégrés dans les calculs que vous n'avez pas forcément présentés là ou... Il y a aussi, normalement, on a les données de Technopole, Skolkovo Technopark, a été aussi la quantité d'usagers qui habitent dans chaque maison. Et en principe, c'est un moyen de 4. Et donc, on avait une moyenne de 400 personnes qui habitaient dans cette ville. Mais c'est vrai qu'il y a les données du vent, comme vous avez dit. Et à Moscou, il y a aussi la radiation de la lumière en hiver, parce que donc, la lumière se multiplie par 4, car la surface, tout est blanc. Et donc, ça permet aussi de recréer un contexte. Aussi, une mesure qu'il fallait tenir compte aussi, ça a aidé aussi. Donc, si on voit des surfaces vitrées assez importantes, c'est parce que l'objectif, c'est pouvoir recréer et exploiter au maximum cette espèce de surface réfléchissante.